Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 28 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Limonov, d'Emmanuel Carrère. Mais je ne vous ai pas dit qu'il y a 2 nuits, je me suis levé au beau milieu de la nuit pour finir ce livre-là d'Emmanuel Carrère, qui est absolument extraordinaire. J'ai lu plusieurs livres d'Emmanuel Carrère et franchement, la conclusion s'impose. C'est un grand écrivain, Emmanuel Carrère. Et tout ça sans avoir l'air de rien. Alors, un petit mot d'abord, vous connaissez Limonov, cet écrivain russe qui est devenu un agitateur politique, qui a connu les, une expérience de clochard à New York, qui a été le majordome d'un milliardaire, toujours à New York, qui a frayé avec l'underground moscovite, et puis qui finalement a été emprisonné, Poutine l'a emprisonné, et qui est devenu une légende dans son pays. Je dois tout de suite admettre que j'en ai lu un seul, un petit, donc je connais pas bien Limonov. Mais je pense qu'Emmanuel Carrère nous le fait bien, nous le décrit bien. Et la réaction de Limonov à cette biographie inusitée, une biographie hybride, a été, bof, c'est le livre d'Emmanuel Carrère, moi, je me sens pas concerné par ça. Alors j'aimerais bien vous dire plusieurs choses là-dessus. Premièrement, c'est aussi un livre d'histoire. On, un livre d'histoire sur la Russie contemporaine et sur ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la Russie soviétique, la chute, la chute du mur de Berlin, la chute de l'Empire soviétique, son éclatement, l'arrivée de Yeltsin au pouvoir, les divers coups d'État manqués, l'installation du grand banditisme. En plus aussi, Emmanuel Carrère a cette qualité-là, rare, et c'est là aussi qui est un signe de son originalité. Il ne, il ne s'abstrait pas de son propre sujet. Il nous parle de lui également, de ce qu'il éprouve par rapport à Limonov, ce qu'il a vécu lui-même dans sa vie. Il nous parle de lui également, avec beaucoup d'humilité aussi. Aussi, le style. Le style. C'est un style étonnant, mélange de journalisme, mélange d'histoire, mélange d'autobiographie. Et aussi, il avoue parfois son impuissance à décrire un certain nombre de scènes. Alors, il nous expédie comme ça quelques métaphores qui font mouche. Je pense qu'il sait qu'on aujourd'hui est dans le monde de l'image dans lequel nous vivons. Ça sert à rien de décrire les choses. Un mot et les gens comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Alors, il nous offre comme ça des images syncopées qui peuvent se révéler un procédé d'impuissance parce qu'il l'avoue. Il dit, je suis pas capable de décrire telle scène. Alors, il nous balance 2, 3 formules. Mais on comprend tout de suite où il va en venir. On n'a pas besoin de descriptions fastidieuses. Aussi, mais là, ça, c'est à creuser. J'ai lu quelques livres d'Emmanuel Carrère. Et c'est aussi un auteur spirituel, sans avoir l'air d'y toucher aussi. Ça, c'est une grande force. C'est assez clair dans l'ouvrage qu'il a consacré là, au type là, qui a tué toute sa famille et qui s'était fait passer pour un médecin, l'adversaire. Les 2, 3 dernières pages de l'adversaire, c'est hallucinant. Franchement, là, il y a une question qui est encore là à peine esquissée sur le bien et le mal, mais on retrouve ces mêmes interrogations. Cette même quête spirituelle en filigrane dans Limonov. Tout ça l'air de rien, tout ça presque avec en amateur. Mais au bout du compte, l'effet est incroyable.
Quand on se réveille en plein milieu de la nuit, on est content, le livre n'est pas loin, à portée de main, et que finalement, on voit le jour se lever, le livre s'achever en même temps. On ne peut pas dire qu'on a le droit d'avoir des réserves. Donc, je n'ai aucune réserve sur ce livre. Alors, je vais vous lire deux petits passages. Un qui va vous montrer un peu la quête spirituelle d'Emmanuel Carrère. Alors ici, il a écrit un petit livre sur Werner Herzog, le cinéaste allemand. Mais finalement, Herzog est plutôt hostile, le traite de haut et bon. Un ami à qui je racontais ma mésaventure m'a dit en riant, ça t'apprendra à admirer des fascistes. C'était expéditif et je crois juste. Herzog, capable d'une vibrante compassion pour un aborigène sourd-muet ou un vagabond schizophrène, considérait un jeune cinéphile à lunettes comme une punaise, méritant d'être moralement écrabouillé, et j'étais, quant à moi, le client idéal pour me faire traiter de la sorte. Il me semble qu'on touche là quelque chose qui est le nerf du fascisme. Si on le dénude, ce nerf, que trouve-t-on? En étant radical, une vision du monde évidemment scandaleuse. Arien et juif, d'accord, mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je ne veux parler ni de néo-nazis, ni d'extermination des présumés inférieurs, ni même de mépris affiché avec la robuste franchise de Werner Herzog, mais de la façon dont chacun de nous s'accommode du fait évident que la vie est injuste et les hommes inégaux, plus ou moins beaux, plus ou moins doués, plus ou moins armés pour la lutte. Nietzsche, Limonov et cette instance en nous que j'appelle le fascisme disent d'une même voix, c'est la réalité telle qu'il est. Que dire d'autre? Ce serait quoi le contre-pied de cette évidence? On sait très bien ce que répond le fasciste. Ça s'appelle le pieux mensonge, l'angélisme de gauche, le politiquement correct, et c'est plus répandu que la lucidité. Moi, je dirais le christianisme. L'idée que dans le royaume, qui n'est certainement pas l'au-delà, mais la réalité de la réalité, le plus petit et le plus grand, ou bien l'idée formulée dans un sutra bouddhiste que m'a fait connaître mon ami Hervé Clair, selon laquelle l'homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égal à un autre homme ne comprend pas la réalité. Cette idée-là n'a peut-être de sens que dans le cadre d'une doctrine qui considère le moi comme une illusion, et à moins d'y adhérer, 1000 contre-exemples se pressent. Tout notre système de pensée repose sur une hiérarchie des mérites, selon laquelle, disons, le Mahatma Gandhi est une figure plus haute que le tueur pédophile Marc Dutroux. Je prends à dessein un exemple peu contestable. Beaucoup de cas se discutent. Les critères varient. Par ailleurs, les bouddhistes eux-mêmes insistent sur la nécessité de distinguer dans la conduite de la vie l'homme intègre du dépravé. Pourtant, et bien que je passe mon temps à établir de telles hiérarchies, bien que comme Limonov, je ne puisse pas rencontrer un de mes semblables sans me demander plus ou moins consciemment si je suis au-dessus ou au-dessous de lui, et en tirer soulagement ou mortification, je pense que cette idée, je répète, l'homme qui se juge supérieur, inférieur ou égal à un autre ne comprend pas la réalité. Est le sommet de la sagesse et qu'une vie ne suffit pas à s'en imprégner, à la digérer, à se l'incorporer, en sorte qu'elle cesse d'être une idée pour informer le regard et l'action en toutes circonstances. Faire ce livre, pour moi, est une façon bizarre d'y travailler.
Alors, je voulais un petit dernier passage. Deux petits derniers passages. Alors là, il rencontre, toujours pour mener son enquête biographique sur Limonov, il rencontre une universitaire qui en dit beaucoup de bien de Limonov. J'ai entendu le mot decent dans la bouche, au sens que lui donnait George Orwell quand il parlait de common decency, cette haute vertu qui est, disait-il, plus répandue dans le peuple que dans les classes supérieures, extrêmement rare chez les intellectuels, et qui est un composé d'honnêteté et de bon sens, de méfiance à l'égard des grands mots et de respect de la parole donnée, d'appréciation réaliste du réel et d'attention à autrui. Alors, ici un passage que Limonov a écrit. J'en ai croisé beaucoup, écrit-il, de ces hommes forts et méchants qui ont tué et maintenant sont torturés par l'État. Je suis leur frère, un petit moudjik comme eux, ballotté par le vent mauvais des prisons. Vous me l'avez demandé, j'écris pour vous, les gars, les autres, des oubliettes. Je ne vous juge pas, je suis l'un d'entre vous. C'est vrai, il ne juge pas, il est sans illusion, sans compassion, mais attentif, curieux, serviable à l'occasion, de plein pied, présent. Je pense à mon ami le juge Étienne Régal. Le plus grand compliment qu'il puisse faire à quelqu'un, c'est de dire qu'il sait où il est. S'il y a une personne au monde de qui je n'aurais jamais songé à le dire, c'est Limonov, qui avec tout son courage et son énergie vitale me semble être la plupart du temps à côté de la plaque. Mais en prison, non. En prison, il n'est pas à côté de la plaque, il sait où il est. Autre citation que j'aime bien, je fais partie des gens qui ne sont perdus nulle part. Je vais vers les autres vont vers moi. Les choses se mettent en place naturellement. Alors, je ne saurais trop insister. Limonov, d'Emmanuel Carrère, un grand livre. Emmanuel Carrère, qui l'air de rien, est un grand écrivain. Il faut quand même le faire. Et qui n'a pas la posture non plus du grand écrivain. Probablement, sans doute, sa mère, cette académicienne, cette soviétologue réputée, il a compris qu'il ne pouvait pas se mesurer avec sa mère, mais d'une certaine façon, il continue le travail de sa mère parce qu'il nous explique la Russie soviétique et la Russie post-soviétique de façon extrêmement intéressante, extrêmement vivante. Tout ça à travers la figure d'un personnage atypique, hors du commun, Édouard Limonov. Alors, je vous le recommande. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande également, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook. Je vais envoyer un petit mot à Hélène, qui ne sait pas comment devenir une militante Facebook. Je vais t'envoyer ça dans quelques minutes. Oui, parce que ma page Facebook est une page de militants. Et d'ailleurs, à un moment donné, Limonov, je n'ai pas eu le temps de vous trouver le passage, j'ai dit qu'au fond, après la démarche artistique, il y a quelque chose d'encore plus important. C'est de fonder un parti politique, puis même après ça, peut-être même fonder une religion. Et j'ai vécu ça, moi, cet été. Le retour du politique dans ma vie. Il ne peut pas rester chez soi, là, à commenter. Il faut se mouiller un peu. Puis il faut prendre parti à un moment donné. Et il faut choisir son camp. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est la démocratie participative, n'est-ce pas? Je ne vois pas d'autre système de toute façon. Et je ne veux pas être en retrait. Je ne veux pas me mettre en retrait des autres. Surtout en vieillissant, je pense que c'est très important de ne pas...
il vient un moment, si on n'a pas pensé à soi, là, très tôt dans la vie, eh bien, tant pis. Mais quand on a assez pensé à soi, comme la plupart des gens qui ont réussi leur vie, eh bien, il faut passer à autre chose aussi. Il faut s'occuper des autres, par intérêt. Si on ne veut pas se retrouver tout seul dans une petite chambre sordide. Alors, donc le politique, c'est très important, n'est-ce pas? Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Application communautaire, manif, écriture, aide concrète aux autres, implication dans nos milieux, engagement. Même si c'est très modeste, il n'y a pas de petite échelle en la matière. Donc, ma page Facebook est une page politique. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, dans le 514-736-0999, c'est à Montréal. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Si ça clique entre nous, eh bien, on va pouvoir jaser de littérature, de toutes sortes de choses. Et puis, si simplement, ben, vous avez juste envie d'avoir le dernier best-seller à rabais, à moitié prix. Il est possible que je l'ai. On me fait plaisir de vous le vendre. Mais on en restera là. Alors, merci, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.